mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 mai 2023, il est 10h30 et nous allons vous accompagner jusqu'à 11h30, une heure de direct. Une heure de direct où nous allons parler du syndrome du nid vide. Est-ce que vous savez ce que c'est que le syndrome du nid vide? Alors, le thème du jour, c'est exactement définir le syndrome du nid vide. Le départ des enfants du cocon familial n'est pas toujours facile pour les parents, mais aussi pour les enfants. Comment vivre au mieux cette étape de la vie? Est-ce normal d'en souffrir? Et comment trouver un nouvel élan pour cette nouvelle vie? Alors si vous vivez cette situation ou si vous allez la vivre justement, que vous soyez parent ou enfant, si vous voulez nous poser des questions, partagez avec nous un seul numéro à composer, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous écouter, de vous orienter peut-être, de répondre à vos questions. On est là justement à votre service et on est là pour ça. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Docteur Amel Lahrouch. Vous êtes hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, merci aussi pour l'invitation. Avec nous aussi professeur Rachid Mimouni, vous êtes sociologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé comme à chaque fois et bien sûr pour sa rubrique Wicher, Wahida Salmchrif. Wahida, bonjour. Ça va Mounia? Ça va très très bien et toi? Alhamdoulilah, tranquille. Alhamdoulilah, tant mieux. Alors, le syndrome du nid vide, le fait que les enfants quittent le nid. C'est vrai que dans la société algérienne, c'est un petit peu nouveau. On va dire que la société algérienne, c'est un petit peu muté. Monsieur Mimouni, avant, c'était plus la grande famille qui restait ensemble, les enfants qui restaient avec les parents. On se retrouvait tous sous le même toit. Aujourd'hui, les jeunes partent soit pour s'installer seuls, soit pour se marier et s'installer, faire leur petite famille, la famille nucléaire dans leur petit chez-soi ou partent pour des études. Et ce n'est pas toujours évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette transformation ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut signaler qu'en réalité, il y a eu plusieurs mutations. Oui. Le schéma de passage automatique, linéaire d'une famille traditionnelle élargie à une famille linéaire, maintenant est un peu dépassé, c'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a plusieurs modèles familiaux qui sont plus ou moins conséquents, cohérents et puis qui se cohabitent ensemble, j'allais dire. Enfin, pour revenir à la question, c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, le modèle que nous avons, même symboliquement, c'est la famille traditionnelle. Il est réactivé par les traditions, les coutumes, etc. Alors, dans la famille traditionnelle élargie, c'était le Haouch ou la Dar, en ville, que ce soit la ville, le foyer était le foyer en même temps multigénérationnel. C'est-à-dire qu'il y avait une cohabitation de plusieurs générations, 3, 4, souvent ou plus, etc. Donc, à ce moment-là, même, ça permettait la transition des personnes, des jeunes qui devaient quitter le foyer pour des raisons multiples. Premièrement, ils n'allaient pas se déplacer très loin, ou même s'ils se déplaçaient très loin, il y avait toujours un système progressif de désaffiliation, c'est-à-dire désaffiliation et progressivement. C'est-à-dire que l'enfant, le jeune couple, qui était assez jeune à ce moment-là, c'est-à-dire qui n'accédait pas à son autonomie tout de suite. Oui. C'est-à-dire, dès qu'il y avait le mariage, il devait rester dans une phase de transition dans la famille élargie. Et si vous allez, par exemple, au Bastion 23 ou d'autres familles traditionnelles à la Casbah, vous allez voir, ils avaient Wastad-Dar. Wastad-Dar, c'était le centre névralgique de la famille. C'était là où il y avait des activités domestiques, les fêtes familiales et tous les trucs. Et c'est là que ça permettait à la jeune épouse de s'adapter, parce qu'il y avait une socialisation, elle était éduquée, elle avait cette tradition, mais dans la tradition familiale typique, dans la maison où elle allait être accueillie. Donc il fallait quelques années. Il y a une chose qui m'a rappelé, je me rappelle, même dans les proverbes ou alors dans les dictons populaires, il y avait un mot qui m'a frappé. Donc on me racontait des choses, parce qu'il faut s'appuyer aussi sur le vécu. Souvent les études de recherche, comme vous mentionnez, ce phénomène, il a existé en Occident, ils avaient commencé à l'analyser dans les années 70, maintenant il vient d'apparaître chez nous, les études sont un peu en décalage par rapport à cela. Alors, ce que je voulais dire, il y avait un mot qui m'avait frappé, c'est le mot dans certaines régions d'Algérie, quand le couple, c'est-à-dire allait s'autonomiser, sans l'assentiment des parents, ou alors avec certaines trop précocement, ils appelaient ça yefrg.
il a fallu que j'ai cherché ici à trouver le mot en français, il a fallu que c'était une déchirure et c'était blâmable, c'est-à-dire qu'il allait quitter avec son épouse avant que cette formation familiale soit accomplie suffisamment pour la jeune épouse, etc. Donc, donc, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y avait ce circuit, cette dynamique intergénérationnelle est plus ou moins coupée. Maintenant, il y a plusieurs modèles, il faut plusieurs facteurs. La disponibilité, dans une famille pauvre, ce n'est pas la même chose qu'une famille moyenne qui a les possibilités de se reconstituer. Il y a des formes de reconstitution actuellement du lien familial pour d'autres raisons. Après, on en parlera plus tard. Donc, ça veut dire que cette notion, effectivement, malgré qu'il y a une préparation, peut-être la société ne nous prépare pas comme au passé à cette séparation. Alors nous vivons dans l'ambivalence, c'est-à-dire que la personne, les parents savent que leurs enfants doivent quitter pour une raison ou pour une autre, mais le syndrome, c'est un ensemble de symptômes qu'on discutera après, est lié au fait qu'il y a une ambivalence parce que d'un côté ils veulent cette séparation pour le bien-être des enfants, ils ont réussi, ils ont accompli leur mission d'autonomisation. Ils veulent quand même le garder près d'eux et ce lien, et puis ils ont toujours ces images, le premier cri de l'enfant, quand il a été à l'école, quand il s'est marié, etc. Et voilà. Les parents sont nostalgiques, justement. Le départ des enfants est un moment qui peut sembler brutal, mais pourtant, on ne fait pas des enfants pour soi. Un enfant, on ne fait pas un enfant pour qu'il reste à la maison. Ce n'est pas notre propriété, n'est-ce pas, Dr Amel? Oui, on a peut-être besoin de faire un peu le distinguo entre deux choses. Il y a le langage du cœur et le langage de la logique de l'évolution du changement. C'est tout à fait normal qu'un enfant ne restera jamais un enfant tout le temps, qu'il ait besoin de vivre sa vie. Seulement, Mounia, parfois, il y a une différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense, ce qui est logique et ce qui est affectif et émotionnel. Oui, donc c'est pas... Le départ, c'est un moment logique, on doit s'y préparer, mais ce n'est pas facile non plus. Et c'est les parents aussi qui doivent, je pense, dès la naissance, se mettre en tête que cet enfant, ils ne l'ont pas fait pour eux. Parce que c'est l'idée qu'on a en général, si on fait un enfant, on le fait pour soi. J'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de... C'est mon projet, mais ce projet-là, à un certain moment, on n'arrive pas à s'en détacher. Oui. Mais en fait, je ne vais pas parler dès la naissance, c'est trop tôt. En fait. Les enfants commencent à partir un peu à l'âge adulte. Plutôt un moment dans l'évolution de l'enfant, commencer à penser à cela. Généralement, c'est l'adolescence. À partir de l'adolescence, là, on commence un peu à responsabiliser l'enfant, à se dire, bon, un jour, ça va être un adulte. Même l'enfant commence aussi à essayer de mettre des limites et à dire, je suis un adulte et il faut se préparer à mon départ. Peut-être. Écoutez, Mounia, c'est une évolution normale. Lui commence à devenir adulte, donc il cherche un peu ses repères et il va le dire, il va l'exprimer. C'est à partir de là que les parents pourraient commencer un petit peu à, si vous voulez, voir ce côté que l'enfant va partir un moment, l'autonomiser, lui permettre de faire des choses tout seul et peut-être penser à l'après. Mais à la naissance, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Les parents ont besoin de rester liés. La maman, l'enfant, on dit que jusqu'à l'âge de 4 ans, Mounia, l'enfant, au-delà d'avoir besoin d'être nourri par le lait maternel, il a besoin d'être nourri par la mère, c'est-à-dire entouré par la mère. Et le père aussi. On dit parle la souvent mère, de la mère, oui. Mais après, écoutez, c'est pas la même chose. La mère, c'est celle qui le fait, qui le garde à l'intérieur d'elle 9 mois, en fait. On ne parle pas des pères, le papa est très important. La maman est importante, un peu plus importante par rapport à cette estime et l'amour de soi. D'accord. Et comment on pourrait... C'est pas pour les responsabiliser, attention. Hein. C'est pour dire à quel point leur rôle est important. Comment on pourrait se définir, du coup, le syndrome du nid vide ? Alors, le syndrome du nid vide, si vous voulez, c'est un terme qui a été utilisé en 1914 par une romancière américaine. Il a été repris après et adopté en psychologie. Si vous voulez, c'est un ensemble de signes psychologiques et émotionnels qui vont toucher les parents au départ de leurs enfants. Alors, ça ne touche pas systématiquement tous les parents, ça touche de plus en plus les parents parce que la société est en train, les sociétés, pas que la société, sont en train d'évoluer et ça regroupe plusieurs symptômes. Il faut savoir, Mounia, que souvent il est méconnu. C'est-à-dire que les parents vont vivre cet état, mais comme ce n'est pas très connu, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et donc, ils vont un petit peu, si vous voulez, rester silencieux, ne pas en parler, ne pas consulter, alors qu'il y a une souffrance.
parfois il y a une réelle souffrance. Si ce syndrome n'est pas, si vous voulez, diagnostiqué, bon, ça dure quelques mois jusqu'à quelques années s'il n'est pas pris en charge. Maintenant, si vous voulez qu'on voit ensemble les symptômes, on les voit, sinon... On va justement voir d'abord un reportage sur le syndrome du nid vide que nous propose Yasmine Belhija et on revient tout de suite après pour en débattre encore un petit peu plus. Yasmine Belhija. Un enfant qui quitte le nid familial et vole de ses propres ailes. Les spécialistes appellent ça le nid vide. Un syndrome qui donne un coup de blues, de la tristesse, notamment une déprime. En généralité, les mères souffrent beaucoup plus de ce syndrome, mais aussi les pères se sentent quittés par le benjamin au bien de la fille. Je suis un père de famille de 4 enfants, 3 garçons et une fille. J'ai 2 enfants qui sont en France, dont la maman a souffert, a beaucoup souffert. Et à travers ça, en tant que père, je ressens ce sentiment-là. C'est comme si quelqu'un a arraché mon âme. Bon, dans la génération Tana actuellement, les enfants ont envie de se libérer, de voler de leurs propres ailes. C'est pour ça qu'on dit que le nid est vide. Et à la maison, nous avons des assiettes en moins. ما نقدرش نوصف لك كيفاش نحس تحسي هذاك الاخر انه ولادك كبروا معاك ناضوا معاك كليتي معاهم رقدتي معاهم عشتي معاهم الحلوه والمره دان سولكو تلقايهم باللي ما كاشهم دونك تحسي كشغل انا ليا انا نحس كشغل كيما الموت نقدر نقول لك سي فغي ماشي موت مي بصح تحسي كشغل كيما الموت تحرقك تحسي قلبك يوجعك دموع تحسي بالفراغ تحسي بهذاك لو فيد هذاك. Tristesse, nostalgie, sentiment d'abandon, le syndrome du nid vide peut mener à la déprime, voire la dépression. Pour les parents, c'est vraiment un grand vide. C'est passer à une autre étape, c'est couper le cordon ombilical. C'est comme si c'était quelque chose qu'on vous enlevait de votre corps. C'est vraiment douloureux. Ça peut mener à une déprime, à un stress vraiment violent. Beaucoup de déprime. Et ça se répercute sur le psychique de la maman. C'est un vide total. Mais par contre, c'est-à-dire voir ses enfants voler de leurs propres ailes, ça fait plaisir. Simplement, c'est que la fille qui va nous quitter, ça va nous chagriner beaucoup. Voilà. Et moi, en tant que père, c'est la maman qui va souffrir beaucoup plus, mais en tant que père, je ressens ça. Et c'est un vide. D'ailleurs, je ne m'imagine pas loin de mon fils. C'est vraiment douloureux. D'ailleurs, s'éloigner, même pour des vacances, je ne pourrais pas. Je n'imaginerais jamais d'être loin de mon fils, même pendant les vacances. J'aimerais qu'il soit avec moi, même pendant les vacances. Prendre son envol vers une nouvelle vie, loin des parents, semble normal. Mais est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce que peuvent ressentir les parents ? Ce que peuvent ressentir les parents, c'est pas peut-être de la peur, de la peur pour l'enfant qui va partir. Est-ce on a peur pour lui? Est-ce qu'il saura se débrouiller? Est-ce qu'il pourra être autonome? Et de la peur pour soi. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oui, il y a de la peur, mais en fait, ce qu'on va ressentir, c'est un peu plus que ça. Ça va être des symptômes de l'ordre de la tristesse, le sentiment d'abandon, parfois la déprime, le manque de motivation. Ça peut même se répercuter un petit peu sur le corps. C'est pas tant la peur, qu'est-ce qui va lui arriver ou qu'est-ce qui va m'arriver, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'attachement et du sens de la vie. Parce que ce syndrome, Mounia, vous n'allez pas le trouver chez tous les parents. C'est pas tous les parents qui vont le ressentir, c'est certains parents qui vont le ressentir. Alors, donc la première qui va le ressentir, c'est la mère. Généralement, surtout la mère qui est absolument mère, exclusivement mère, c'est-à-dire la mère qui est au foyer. Oui. Oui. Nous avons un appel, désolé. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons un appel de Hajar de Tlemcen.
Hajar, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Très bien, merci. Et vous? Je ne sais pas si français, mais des fois... كيما تساعدك. معليش. Même en arabe, il n'y a pas de souci. مرحبا بكم في داري. Merci, يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. كامل les émissions اللي ديريهم نشوفهم. Merci beaucoup. Merci, يعطيك الصحة. assidue. يعطيك الصحة. Bon, vous parlez du Nivide. Oui. Je le vis. D'accord. Depuis 2007 تزوجوا بناتي، وحده تزوجت لي في 2002 وحده تزوجت في 2007. Oui. في الاولى كنت شاطره. كي نروح كنخرج ونجي نروح عندهم ونجي جو في مون ميناج لو غران ميناج جو في تو وحدي. Oui. Ça au fur et à mesure les années passent. Oui. Vraiment la solitude. Oui. La solitude elle me pèse beaucoup. مزيانكم كاينين معايا نتوما راني دايره التليفون الفيكس غير للتلفزيون. مرحبا بك. On est là justement pour vous accompagner. كاع لي شين نشارك فيهم كاع لي شين. Très bien. Quel est votre ressenti justement par rapport à ça? Est-ce que vous allez encore voir vos filles? لا قبل الكوفيد كانوا يجوا مرة خطرة في العام خطرة في هذا، وانا نمشي كي يكون رمضان كل عيد الكبير. من بعد كي جا الكوفيد هما قطعوا كامل ما يجوش راح الكوفيد الناس العدوى هذه. انا بقيت نروح من بعد انا دروك قلت لهم هذا العام قلت لهم رمضان ما نجيش باسكو حتى تجوا نتوما صح العيد الكبير نجي ان شاء الله بصح الاخرين الاوقات الاخرين ما لا انت وحدك انت خفيفه انت ما عندكش الشطنه انت غير هذا الكلام نسمعه دائما. وانا اللي دارني بزاف في صدري في روحي في خاف غير نموت وحدي باسكو عايشه وحدي في الدار ما عندي حتى واحد في الدار وفي البلاد. دونك راهم في ولايه واحده اخرى. هما في ولايه وهران وانا في ولايه تلمسان دايره مغنيه. داكور على بها. دونك باسكو راهم بعاد عليك. بعاد عليا. كانوا التليفون كانوا بكري كانت هاجر تليفون 5 فوا باغ جور. وي. دروك حتى هي عيات مرضت شويه 2 فوا باغ جور نقصت. معليش من الاخرى جيهان 1 فوا باغ 24 هور. Quel que soit الحالة. Des fois, je suis diabétique depuis 30 ans, je suis cardiaque, عندي les poumons, عندي بزاف 5 maladies chroniques, تحيط 1 fois par 24 heures. باش تسقسي عليك justement pour avoir des nouvelles de vous. Ça ne doit pas être évident de vivre ça, c'est normal راهم بعاد عليك وراكي شويه وحدك وكلش. mais اليوم في l'émission on va essayer d'expliquer aussi on va essayer de répondre à tous vos questionnements inchallah. ça me pèse beaucoup. الاولى حملتها جاتني سهله المهم راهم في ديارهم المهم راهم مهنيين المهم الدراري راهم يزيدوا كبروا المهم بصح دروك الحاله واعره بزاف على بالك. ان شاء الله سي نورمال. ربي يكون معاك. ان توكا قاعدين تشوفي فينا دوك نكملوا اون فا ريبوندر ا فو كيسيونمون. كارديولوج دو لا فامي قال لي ستريس كاع لي مالادي من لا سوليتود صح. وقال لي كلمه واحده اخرى قال لي شوفي مدام لو كان راهم قاعدين عند راسك ما تزوجوش تاني راكي في مشكله واحده اخرى. اكزاكتومون والله غير هذيك هي هذيك هي نفرح كي راهم بديارهم ونسوفري انا بزاف. دوك حنايا on va essayer de répondre à vos questionnements. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو هاجر. بون كوراج. تعرفي كاع لي زيميسيون تاعك نشوفهم. يسلمك. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. بارك الله فيكي بركه. وسي تري بيان دو بونسي ا نو. Merci. وحنا لي فيو وحنا اللي وحدنا وحنا متابعين عليكم. On est là pour tout le monde justement. On est là pour بارك الله فيكي بركة. يسلمك. Merci. يعجبوني بزاف. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. بقاو على خير. ملي على الجماعة قاعدين معاك. يسلمك. Merci. نهاركم مبروك ان شاء الله. ان شاء الله. Merci beaucoup. نسمع لكم اش تقولوا لي. Très bien. Merci. بقاو على خير. على خير بسلامة.
Voilà, c'est un témoignage vivant de la situation, surtout le fait que ces filles soient loin dans une autre wilaya, c'est pas toujours évident de se déplacer. Il y a aussi le Covid qui a dû jouer aussi un rôle important, même du côté de la société. On se regroupe plus, on se voit plus, on a peur des maladies, on a peur de beaucoup de choses. Ça a un petit peu changé notre relation à la famille. Oui, très certainement. Très certainement, ça a aggravé le symptôme des distanciations des parents. Oui. C'est-à-dire qu'avant, pour peut-être occasion familiale, les gens se déplaçaient, maintenant ils ne se déplacent plus. Les réseaux sociaux ont rempli un peu ce vide, mais ça ne remplace pas tout à fait. Concernant les symptômes, thérapeute ou l'hypnothérapeute avait mentionné cela. C'est-à-dire qu'il faut mentionner, elle parlait de cette tristesse, cette solitude. Oui. Alors, c'est-à-dire que les grands-parents ou les parents n'ont pas la même prédisposition. C'est-à-dire, s'il y a encore apparemment, si elle dit elle est toute seule, c'est qu'elle est veuve, ou qu'elle est séparée, ou quelque chose. Donc, ça veut dire que le degré de solitude aggrave. Alors, il faut voir aussi que l'identité sociale de chacun, le marqueur social pour la femme est beaucoup plus au niveau... L'homme, on lui dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? On ne va pas lui dire combien d'enfants tu as, c'est sauf dans les relations familiales. Donc l'identité sociale, c'est le maternage pour la mère, particulièrement en Algérie. Donc elle se sentait la responsable, il y avait un emploi du temps familial. C'est-à-dire, et puis il était lié sur les enfants, le focus était sur les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils reviennent, ils font leurs devoirs, dans le week-end, durant s'ils faisaient d'autres activités sportives, c'était la mère qui suivait, etc. Donc ce travail, il y a un sentiment d'inactivité. Elle se sent... C'est aggravé quand elle revoit, par exemple, les livres des enfants, les cahiers des enfants. Ça lui offre ce sentiment-là. Et puis, il y a le sentiment d'anxiété, comme vous avez dit, pour l'avenir, pour leur avenir. Oui. Ils se sentent, c'est la mère poule qui sent qu'elle doit toujours être présente envers ses enfants. Il y a eu cette phrase qui nous a secoué exactement. J'ai peur de mourir toute seule. Oui, le fait que les enfants soient loin et que je me... Il y a une chose ici aussi, c'est que ce sentiment d'anxiété qui peut apporter à la dépression pour certains, ça dépend de leur caractère, ça dépend de leur disposition, c'est aggravé par le fait qu'il y a des situations particulières. Le veuvage, les problèmes de santé aggravés, fait qu'en réalité, c'est-à-dire ils ressentent plus le besoin d'une présence réconfortante qui leur permet de... Donc elle dit ça, et puis, donc c'est-à-dire c'est ça qu'elle dit à ses enfants, une formule qu'elle ne pourrait pas leur dire, je risque de mourir seule. C'est une anxiété, une angoisse. Donc la société ne nous a pas tellement préparés, vraiment. Nous voyons que la société moderne, par les activités, nous voyons quand même que c'est pas le cas, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu excessif, peut-être, pas tous. Nous savons aussi qu'il y a une réorganisation, il y a une absence de contrôle des parents. Ils n'ont plus le contrôle sur la vie de leurs enfants. Alors les parents, alors il y a aussi, c'est-à-dire il y a aussi d'autres problèmes. C'est par exemple que les parents vivant seuls vont peut-être avoir leur activité commune, peut-être même des problèmes de couple, le lien conjugal était un peu batté de l'aile, les enfants pouvaient couvrir cela. Voilà. Si l'occupation avant c'était les enfants, il n'y avait plus le couple avant. C'était le couple, c'était plus un couple, c'était les parents. On était là pour les enfants et souvent il y avait toujours cette phrase, c'est si je reste avec lui ou si elle reste avec ou il reste avec elle. C'est pour grâce votre père. Pour vous, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je suis restée. Et une fois qu'ils sont partis, on se dit qui est cette personne avec qui je partage ma vie que je ne connais pas finalement. Ils ne peuvent pas reconsidérer leur couple. Voilà. Ils peuvent éventuellement reconsidérer, reformuler leur couple. C'est un nouveau défi pour eux. Exactement. Oui. Justement, ce syndrome touche certains profils. Là. Donc, je vous ai dit, ça touche la mère d'abord. Pourquoi la mère ? Parce que c'est elle qui s'investit avec son enfant. Ça touche aussi la mère qui est exclusivement mère, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui est à la maison. Ça arrive aussi à certains âges. L'âge de la maturité, quand la femme est touchée par la ménopause ou l'homme par l'andropause, ce syndrome peut se manifester. Et aussi lorsqu'on est surinvesti dans l'éducation des enfants. Actuellement, dans notre société, vous voyez que les parents sont surinvestis sur l'éducation de leurs enfants. Il faut l'école privée, il faut le sport, c'est-à-dire on est
l'enfant est devenu l'enfant roi, le centre d'intérêt de la famille. Et lorsque le couple arrête d'être couple et qu'il devient parent, c'est-à-dire le couple n'est plus une femme, un homme, mais ce sont les parents, le papa d'eux et la maman d'eux. Donc il y a cette configuration qui va favoriser ce syndrome, c'est-à-dire que j'oublie toutes les facettes de ma personnalité ou mes missions pour une seule. Une fois qu'elle part, qu'est-ce que je fais? Alors, je deviens forcément, je suis désemparée, c'est le sentiment d'abandon, c'est la peur, c'est l'angoisse et c'est la déprime. Justement, est-ce que les enfants ressentent la même chose? Est-ce que pour les enfants, c'est la même chose, le fait de partir? Est-ce que pour eux, ça peut créer un déchirement, ça peut créer une peur peut-être, un malaise chez les enfants aussi? Ou chez les enfants qui restent aussi, parce que ça dépend de la fratrie. S'il y a une fratrie, s'il y a un fils unique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, le syndrome, on le sent lorsqu'il y a justement l'enfant unique ou là, le dernier. Oui. Quand il y a une famille de 10 enfants, pour les parents, ça m'étonnerait qu'on ressente le syndrome. Bien au contraire, on a envie que les enfants fassent leur vie. Mais après, il y a certains enfants, certains enfants qui peuvent ressentir de la culpabilité en partant, parce qu'il y a aussi ce surinvestissement, c'est-à-dire que le parent est surinvesti dans l'enfant. L'enfant se sent parfois responsable de son parent. Il devient en quelque sorte le parent le papa ou la maman du parent. Il y a certains enfants qui ressentent de la culpabilité, en effet. Et la vie de la fratrie aussi peut changer complètement quand on voit quelqu'un qui est parti, dans le positif aussi. Hein. Oui, mais on récupère une chambre, on récupère de la place. On peut positiver les choses parce qu'il y a du temps qui est là, il y a de la place, il y a de la liberté aussi qui s'installe aussi. Voilà. Il faut réorganiser tout ça, voir les choses du bon côté aussi. Il y a des bons côtés aussi au fait que les petits oisillons quittent le nid. Alors, Mounia, quand on est parent, les premiers temps, passe son temps à dire j'aimerais avoir du temps, j'aimerais avoir de la liberté, j'aimerais m'occuper de moi, j'aimerais faire ceci, cela, quand les enfants sont à la maison. Oui. Donc quand ça arrive, on pourrait se rappeler ce qu'on avait besoin de faire, c'est-à-dire se rappeler qu'il y a ce côté positif dans le départ des enfants. Déjà, le temps qu'on peut retrouver, la liberté qu'on peut retrouver. Il y a aussi les retrouvailles du couple. S'ils ne sont pas séparés ou là s'il n'y a pas quelqu'un qui est parti rejoindre l'autre côté du rideau, le couple, réinvestir dans le couple. Et il y a aussi, Mounia, le fait de redécouvrir une nouvelle relation. Parce que là, nos enfants vont être des adultes. La relation va être complètement différente, une communication différente. Donc il y a tout ce côté un peu à découvrir. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de positifs dans la situation. Oui, exactement. Se rappeler déjà, toutes les fois où on s'est dit j'aurais besoin de temps, j'avais besoin de temps, j'ai pas mon temps, ils me prennent tout mon temps, j'ai un deuxième boulot. Voilà, juste se rappeler ce qu'on se disait avant. C'est vrai que la société a complètement changé. Même les nouvelles familles, maintenant, ce n'est plus les familles d'avant où tout le monde vivait ensemble. Et d'un côté, pour certains parents, c'est aussi... c'est le moment qu'ils partent. Il faudrait qu'ils partent, qu'ils fassent sa vie, parce qu'on voit aussi de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer tout seuls, aussi sans forcément aller pour se marier, ou forcément aller pour faire des études, peut-être partir à l'étranger, faire leur petit bout de chemin d'aventure. Et il y a des côtés positifs aussi à cela. Il faudrait que notre société aussi commence à s'adapter par rapport à cela et à le comprendre. Oui, quand on étudie... Par exemple, la forme d'habitat qui existait avant dans le passé, on mentionnait deux. On partait le matrilocal et le patrilocal. C'est-à-dire que l'homme allait s'installer chez la femme, ce qui n'existe presque pas dans notre société, ou alors elle s'asseyait chez le patrilocal, le foyer. Maintenant, le foyer des parents, c'est-à-dire des parents de l'homme. Mais maintenant, il y a une nouvelle formule qui est liée aussi avec les nouvelles formes d'habitat, etc. C'est le néolocal. C'est-à-dire eux, ils vont choisir un nouvel endroit, comme vous dites, pour s'installer en couple ou alors au titre individuel en préparation d'une nouvelle situation. Ça, c'est vrai. Et il y a c'est-à-dire qu'il y a cette préparation à cela. Nous savons aussi que, disons, au niveau de la famille, alors vous parliez d'une chose importante avant que je n'oublie, c'est le problème de la culpabilité. Je pense que le sentiment de culpabilité est partagé. C'est-à-dire que les parents ont ce sentiment de culpabilité, mais qui est atténué par le fait d'avoir fait leur devoir. C'est-à-dire quand il y a un surinvestissement dans l'éducation actuellement. Les écoles privées Makounache, on ne connaissait pas ça à notre âge. Les cours de soutien, tout ça. On en parlait déjà hier, donc, où les parents s'investissaient beaucoup dans l'éducation de leurs enfants, dans les activités, c'est leur projet, voilà, c'est leur bébé qu'ils veulent faire naître et grandir. Donc les parents, les enfants aussi sentent un certain sentiment, ils le ressentent
de manière diffuse ou réelle. Et puis, c'est-à-dire, nous savons que dans le passé, il y avait des situations aussi, par exemple, une jeune fille pouvait rester chez ses parents, ne pas se marier pour rester au service de leurs parents. Maintenant, c'est les parents qui disent non, non, ma fille, pars, fais ta vie, etc. Donc, alors maintenant. Mais on a plus de mal, à voir, comme vous le disiez tout à l'heure, Dr Lahaj, à voir partir un garçon qu'une fille. Oui. Une fille, souvent, on est pressé de la voir se marier, on est content de se marier, de faire sa vie. D'un autre côté, il y a un des symptômes aussi, qui est un des symptômes. J'ai trouvé un mot quand je préparais, un mot assez étrange. Oui. Le modèle de la mère hélicoptère, la belle-mère hélicoptère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va essayer d'avoir un droit de regard sur le nouveau couple, qui souvent n'accepte pas, surtout le mari, sur ses enfants, ou alors sur sa belle-fille. C'est-à-dire qu'elle va être l'hélicoptère qui va planer, qui va voltiger, planer au-dessus du nouveau nid conjugal. Et ça peut créer des problèmes. Une intrusion dans le couple. Et puis je donnerai peut-être une petite chose qu'on voit dans notre vécu, c'est la belle-mère qui dit à sa belle-fille, qui lui dirait carrément: je vois que mon fils, tu ne t'occupes pas bien de lui, j'ai vu qu'il a maigri, il est malade, il faudrait s'en occuper, etc. Alors la belle-fille se sent un peu, elle aussi elle a ses occupations, elle se sent aussi vexée, etc. Et elle dit à son fils, et intervient quand même, tu ne vas pas laisser ta belle. Alors souvent, alors le modèle maintenant, c'est de nécessité de passer en société occidentale. Il y a des thérapeutes qui proposent ce qu'on appelle passer à une phase de croissance post-parentale, c'est-à-dire post-activité parentale. Il y a des activités, nous avons peut-être en Algérie, c'est pas tellement bien préparé, l'homme il va sortir, il va vaquer à ses occupations dehors dans la ville, ça dépend s'il est éduqué, s'il n'est pas éduqué, etc. Il y en a d'autres qui trouvent des petits travaux, des emplois informels. Il va être artisan, il va trouver. Bon, ils vont à la mosquée, ils vont réguler leur temps peut-être par la mosquée, etc. Les mères, des visites, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, mais les enfants aussi, c'est une chose qui est peut-être très intéressante, c'est que les enfants, dans leurs sentiments, ils veulent rendre cette dette de reconnaissance. Parfois, nous trouvons cela. Alors, comment ils vont rendre? Par les visites, par s'occuper aussi. Il faut peut-être une émission que de faire sur la solidarité intergénérationnelle, comment elle s'exprime dans notre société par rapport à l'autre. Il y a bon. Alors, mais ce que je mentionnerai, c'est qu'une chose qui m'a marqué aussi, j'étais en train de faire des petits éléments, les enfants vont essayer de récompenser leurs parents pour leur éducation. Ils vont essayer d'être reconnaissants, ensemble ou individuellement. Il dit, par exemple, ma maman, je sais qu'elle est malade, elle a le rhumatisme, etc. Les bains thermaux, etc. Il y en a qui essayent de les accompagner. Ils vont faire un truc comme ça, le petit pèlerinage, etc. C'est un sentiment de reconnaissance aussi. C'est-à-dire pour atténuer leur solitude, pour qu'ils aient d'autres activités. Donc ça peut être des solutions. C'est-à-dire les enfants ne sont pas indifférents à leurs parents. Oui. Peut-être pas tous du même degré. Oui. Nous voyons que nous savons, il y a des récriminations entre enfants. Ils disent, moi c'est la fille, c'est moi qui m'occupe toujours de mes parents. Les garçons sont mariés, ils ne viennent plus leur rendre visite, ils ne font pas leurs tâches domestiques, ils ne les aident pas dans leurs activités. Oui, justement, comment mieux vivre cette période? Comment faire pour que ça se passe au mieux le départ de l'enfant, de la fille, du garçon, quand on est trop attaché à notre enfant et tout ça, ça se prépare en avance, et comment réorganiser tout ça justement après avec les enfants? Alors dans l'idéal, c'est de s'y préparer à l'avance. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire mes enfants vont partir, donc je me prépare à cela. Se préparer, quand je dis se préparer, c'est commencer à donner de l'autonomie à l'enfant, lui apprendre un peu à se débrouiller tout seul, à avoir des activités tout seul. Et ça commence à l'adolescence déjà, tout ça. L'adolescence, normalement, ça devrait commencer à l'adolescence. De toute façon, l'adolescent le réclame. Et par rapport au développement et l'épanouissement de l'adolescence, c'est une bonne chose aussi qu'il soit responsabilisé, qu'il fasse certaines choses. Responsabiliser, autonomiser, ça ne veut pas dire donner la totale liberté, qu'on s'entend là. C'est-à-dire, il y a la présence des parents, l'éducation, les valeurs, etc. Mais lâcher un peu de lest par rapport à l'enfant. Et il y a ça, il y a aussi... Dès le départ, se préparer à qu'un enfant parte, c'est-à-dire ne pas définir son rôle et sa mission que seulement comme parent. Dès le départ, avoir d'autres choses à faire dans la vie, ne pas oublier le couple.
parce que souvent, on oublie le couple. Oui, dès l'arrivée des enfants. Voilà, ne pas oublier le couple, ça part dans le couple. Peut-être qu'il y a d'autres activités, peut-être des hobbies, des personnes qui aiment faire, je sais pas, la cuisine, la couture, ou continuer à faire cela, c'est-à-dire continuer à répartir son temps sur plusieurs choses à faire dès le départ. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, quand ça arrive, c'est déjà voir un peu le bon côté. Le premier réflexe, c'est de se dire, j'ai du temps, j'ai de la liberté, je peux m'occuper de moi, de mon époux ou de mon épouse, ça c'est la première chose. Ensuite, s'occuper. S'occuper, on peut réorganiser la maison, redécorer si vous voulez, revenir un peu à peut-être des projets qu'on a mis de côté, avoir des choses à faire, voyager peut-être, réinvestir dans le couple Mounia, et au pire, quand on n'arrive pas, ne pas hésiter à en parler. Justement, comment savoir que voilà, là, il faut aller voir un spécialiste quand on met la table et puis on est triste parce qu'on a mis un couvert en plus alors qu'il ne fallait pas. Quand on est à la maison et puis voilà, d'habitude il rentre à cette heure-ci. Non, mais aujourd'hui il ne va pas rentrer. C'est aussi comme un processus de deuil. Le départ d'un enfant, même si c'est parce que le deuil n'est pas forcément lié à la mort. Oui. Non, le deuil c'est un processus qu'on va calquer sur tout changement, c'est-à-dire j'accepte le changement, j'accepte la transformation. Donc oui, on peut le calquer sur un processus de deuil, pas dans le sens commun. Après, quand consulter, c'est quand le malade s'installe. Bon, on peut se sentir pas bien à un moment, c'est normal, se donner le temps au temps, mais si ça répercute sur le moral, sur la motivation, sur le physique, qu'on commence à avoir des symptômes, qu'on n'a plus envie de bouger, c'est-à-dire quand on sent que ça devient pesant, là on a besoin de consulter. Consulter qui ? Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être un thérapeute. Si on ne veut pas et on ne peut pas, on peut en parler à des personnes qui, comme nous, peut-être vivent la même situation. Hajar tout à l'heure. Peut-être qu'elle a des voisines qui vivent la même situation. Peut-être aller vers le voisinage. Ce qui est bien dans notre société, c'est que ça existe toujours. Oui, bien sûr. On peut aller voir le voisin ou la voisine, ne pas rester comme ça enfermé et aller vers l'extérieur. Ou demander aux autres de venir vers nous. Ouais, occuper son temps et puis programmer, ensuite se mettre d'accord peut-être avec les enfants que voilà, tu es parti, on va se donner par exemple les week-ends, tu viens déjeuner chez nous. Est-ce qu'on se met d'accord justement par rapport à ça, voilà, le week-end chez nous, l'Eid, on se fait un programme parce que en général pour les mariages, alors là on parle de départ directement, mais quand c'est le mariage, c'est choisir entre la belle famille et la famille, diviser le temps entre les deux. Souvent on est un petit peu pris et on n'a pas forcément le temps d'aller voir les parents. Alors est-ce qu'on s'organise avant le départ? On se dit voilà, je viendrai une fois par semaine te rendre visite, si elle le rentrer, dire coucou, tout va bien et je repars. Ou est-ce qu'on essaie de mettre ça en place avant? Dans l'idéal, Mounia. Oui. Comme je vous ai dit, entre ce qu'on sait, la conscience, la logique et le cœur, c'est quelque chose de différent. Dans l'idéal, oui. Mais après, même si on ne le fait pas, de toute façon, avec le temps, on a besoin de revenir vers les parents. Oui. Au départ, c'est vrai qu'il y a la fougue de la jeunesse, 20-30 ans, on a envie de vivre sa vie, on a envie on crée notre propre nid, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a un moment où on a besoin de revenir vers ses parents tôt ou tard. Revenir à la source, oui. Je pense que de toute façon, il y a déjà un schéma qui existe chez nous. C'est ce qu'on appellerait la solidarité fonctionnelle entre les générations. C'est-à-dire que, parce que la femme, quand elle se marie, etc., elle se dit, moi j'aurais besoin de ma mère après. J'aurais besoin de ma mère pour l'éduquer, pour l'apprendre. Et puis souvent les grands-parents, ils jouent un rôle avec leurs petits-enfants. Parce que les petits-enfants, c'est-à-dire que ce soit durant le week-end ou autre, s'ils n'habitent pas très loin, c'est souvent, on voit des grands-parents qui viennent chercher leurs petits-enfants à l'école. Oui. Alors, ils vont s'occuper avec eux des hobbies, de leur passion. Ils jouent avec eux les jouets, ils font les enfants. Et puis, ils leur donnent des sagesses. Oui. Voilà. Les grands-parents, s'ils sont en bonne santé, sont disponibles. Et puis, ils ont cet atout. Généralement, on dit que les grands-parents, ils sont plus cléments que les parents. Parce que les parents, ils sont plus autoritaires. Justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que les grands-parents ont tendance plutôt à chouchouter les enfants, à jouer avec eux. Alors que parents-enfants, c'est plus strict. Fais pas ci, fais pas ça, et ainsi de suite. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que cette situation existe.
de solidarité qui fait que, de toute façon, dans leur perspective, déjà la jeune fille, la jeune femme, quand elle se dit, moi je vais rester proche de ma famille. Elle va essayer. Si elle a des enfants, elle va essayer de... Donc, à part le biais des enfants, il y a une reconstitution du lien social, du lien familial. Le grand-parent aussi peut lui parler des traditions, du passé, etc. Il peut enseigner des savoirs que peut-être la mère n'est pas occupée et n'a pas peut-être même les capacités, des savoir-faire, des savoirs. Moi, une chose qui m'avait marqué, une fois j'avais des étudiants qui ont fait un travail sur les livres de cuisine, les livres qui sont faits en arabe ou en français sur les recettes de cuisine. Oui. Moi, ce qui m'avait marqué, en tant que sociologue, je me suis dit, j'ai remarqué généralement, c'était des personnes. Vous parliez tout à l'heure des hobbies, etc. Des dames qui avaient qui avaient marié leurs enfants ou non, mais surtout qui avaient terminé leur fonction administrative, elle avait pris la retraite à 60 ans, qui se mettaient à écrire. Donc elles étaient éduquées, elles se mettaient à écrire et elles écrivaient sur leurs recettes de grand-mère. Et la seule chose qui est différente, parce que la seule chose qu'elles ajoutaient aussi des choses qu'elles connaissaient dans la cuisine internationale, ce que leur grand-mère ne savait pas. Donc ça veut dire qu'elles ont trouvé déjà un emploi, une activité, etc. Donc la transmission est très importante. Il ne faut pas toujours s'inquiéter des formes négatives. Il faut positiver, comme vous disiez, etc. Planifier les activités pour les grands-parents et qu'il y ait aussi des relations avec les enfants ou des choses qui puissent aider. Voilà. Et c'est que du bon, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ aussi. C'est la vie elle-même. La vie elle-même est étape et cycle. Hein. C'est comme on se marie, ensuite on a des enfants. Donc le départ d'un enfant, c'est aussi une autre étape qu'on doit assumer. Oui, exactement. C'est ça. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Saloum Cherif. Oui, chef, juste après le jingle. Oui, Wahida. Donc, quand on parle de personnes d'un certain âge, je ne dirais pas âgées, quand on a un certain âge, on a besoin de se faire aider, de se faire rappeler certaines choses. Donc, il existe, vu qu'on est en train de vivre avec des technologies, il existe des applications qui facilitent la tâche aux personnes âgées. Donc, je vous invite à prendre note ou tout simplement à les mettre dans un coin de votre tête, comme ça, si un jour vous allez en avoir besoin, vous cherchez sur le moteur de recherche, ça va vous aider beaucoup. Je commence par la première application que je vous conseille. Je précise bien que j'ai choisi des applications gratuites pour pouvoir les télécharger dans notre pays. Donc, on commence par MediAssist. C'est une application qui aide les personnes âgées à gérer leurs médicaments en leur rappelant les heures de prise, mais aussi elle fournit les informations concernant les médicaments. Oui. Voilà, parce que souvent, quand on est malade, on oublie à quel moment, qu'est-ce que j'ai pris, ce que je n'ai pas pris. Et avec l'âge, on a pas mal de maladies chroniques, une série de maladies chroniques et puis tous les médicaments à prendre. Ce qui engendre un paquet de médicaments. Et à un moment donné, on peut même faire des allergies, peut-être on peut faire des malaises par rapport aux médicaments qu'on a pris ou peut-être pas. Oui. Donc, on oublie souvent de lire les notices, de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament, si je dois l'associer avec ce médicament ou autre. On n'est pas médecin, on ne peut pas vraiment deviner ça. Il y a des applications pour ça. Donc, tout simplement, je fais rentrer le nom, ou parfois on peut scanner pour ceux qui peuvent scanner. Maintenant, avec l'appareil photo, c'est très simple. L'appareil photo, avec les smartphones, il y a un petit carré. J'explique avec facilité. Un petit carré, vous mettez sur un autre carreau que vous allez trouver sur les produits. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations concernant les médicaments. C'est très utile parce qu'on prend... Pardon. Oui, continue. Souvent, les personnes âgées ont pas mal de médicaments à prendre à une heure bien précise. Alors, tu as 7 heures, mais tu as 7 heures, tu as 9 mais tu as 8 heures. Exactement. Et pour ne pas mélanger entre chaque médicament, et ça nous arrive aussi d'oublier. Exactement. D'ailleurs, même nous jeunes, on a du mal, dès que ça dépasse 3 médicaments, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a pris, ce qu'on n'a pas pris. On a parlé tout à l'heure des piluliers qu'on retrouve maintenant en vente chez les pharmaciens. Ça peut nous faciliter la tâche. On se dit, mais on ne va pas se rappeler à quelle heure on doit prendre ce médicament ou pas. Parfois, je me dis dans ma tête, midi, lazim nartou. Mais il est 12h30 et je ne l'ai pas pris, c'est tout. Tout simplement parce que j'étais occupée ailleurs. Mais si j'installe une application qui va me le faire rappeler, donc ça peut être par une alarme, une musique, une chanson qui va se déclencher. Donc là, je ne risque pas de l'oublier parce qu'on est tous tout le temps branchés, on a tout le temps un smartphone avec nous, peu importe notre âge. Il y a aussi l'application Family Connect. Donc, mis à part les réseaux sociaux qu'on connaît tous en ce moment, il y a plusieurs plateformes
avec lesquels on peut partager un moment avec la famille en temps réel. On peut prendre des photos, faire des vidéoconférences, faire des lives. Donc, parfois, quand on a des enfants qui sont à l'étranger ou dans une autre wilaya, comme le cas de la personne qui nous a appelés, on va faire des petites visites. Par exemple, Madame Hajar habite dans une magnifique région Marnia, donc elle peut sortir, faire des petites vidéos et les envoyer à ses petits-enfants pour faire connaître et apprendre peut-être les points culturels, les endroits culturels ou peut-être parce qu'elle a changé, on va dire, la déco de la maison, leur dire regardez la chambre où vous avez l'habitude de passer la nuit, je fais un changement. Oui, d'ailleurs, on a tous un groupe famille, la famille. Exactement. Sur les réseaux, on a tous WhatsApp ou Viber. Family first. Voilà, exactement. Avec des petites icônes et des fois, il y a des petits noms comme ça et tout. On a les cousines maternelles, paternelles, les belles-sœurs. Non, il y a le groupe des sœurs, le groupe des frères et le groupe des... C'est ça, exactement. Toute la famille. On reconstitue les différents réseaux. Voilà, exactement. Donc, il y a Family Connect, elle regroupe toutes ces fonctionnalités qu'on vient de citer là, parce que quand on est à partir d'un certain âge, on a du mal à gérer certains réseaux, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Pour moi-même, j'ai du mal avec certaines applications. Donc, il y a toujours des mises à jour, des options en plus, et après, on ne s'y retrouve plus. Voilà, il faut faire des mises à jour. Si on ne va pas les faire, le téléphone risque de bugger, et du coup, ça saute l'application, elle bloque. Et puis, pour la retélécharger ou mettre à jour, je ne saurais pas le faire. Je dois attendre mon fils ou mon petit-fils pour le faire. Ça prend du temps. Donc, il y a des applications qui facilitent tout ça, qui regroupent tout ça. Donc, je peux passer des appels, appeler à tout moment, partager des photos, des vidéos, comme je viens de le dire, et prendre des nouvelles de sa famille, même s'ils habitent à l'autre bout du monde. Il y a aussi Fit for Senior. Ça, j'adore. C'est mon application préférée. Pourquoi ? Parce que c'est pour faire de l'activité physique. C'est très important. Donc, justement, j'invite tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient d'un certain âge, même des jeunes, il faut faire de l'activité physique, du sport. Si on peut le faire, pourquoi pas à l'extérieur. Mais si on ne peut pas sortir, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est il y a des applications pour ça. On fait entrer notre âge, les maladies chroniques qu'on a, les problèmes de santé que nous avons. Et puis, à partir de là, on va recevoir régulièrement des vidéos pour nous expliquer des petits exercices à faire à la maison. Mounia, c'est des exercices faciles à faire, avec une chaise, avec un manche à balai. Avec une bouteille d'eau. Exactement. À la place des haltères. Tout simplement, c'est des exercices adaptés à tous les âges, faciles à faire. Non seulement ça nous garde en bonne santé, mais aussi ça nous fait un peu aérer l'esprit. Parce que si on reste à rien faire, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, on va juste se mettre à réfléchir, ruminer, est-ce que j'ai bien fait ou pas fait, et là ça va nous rendre encore plus malades. Il y a aussi à partir d'un certain âge, je dirais pour moi dès maintenant, on a une courte mémoire, on oublie. Oui. On oublie souvent nos rendez-vous, on oublie de faire quelque chose. Il y a plusieurs applications parmi elles. Je vous ai choisi Memory Lane. C'est une application très simple qu'on peut utiliser où elle peut nous rappeler pour les personnes qui ont l'Alzheimer, ils peuvent le rappeler, les mesures de sécurité de base, par exemple d'éteindre les appareils électriques, vérifier la serrure si elle est fermée ou pas, vérifier le gaz. Ça, c'est une bonne chose. Donc, à l'installation, on peut très bien mettre la personne, qu'est-ce qu'elle a comme équipement et tout, on met tous nos données, et à partir de là, chaque instant, on peut vérifier, elle nous fait rappeler si on a vérifié le gaz, parce que c'est important, le gaz, elle nous fait penser, par exemple, en fin de journée, de vérifier si on a bien fermé les serrures, si on a bien éteint les appareils électriques. Les robinets. Exactement. Oui. Pour éviter l'inondation. Voilà, parce qu'on a tendance à les oublier, là, ça peut être une catastrophe, surtout pour l'eau. Oui. Il y a aussi une autre application qui s'appelle Senior Safety. Donc, c'est une application qui offre des conseils de sécurité à domicile pour les personnes d'un certain âge. On n'est pas tous des secouristes. On le dit souvent, on a du mal, même quand on fait des cours de premier secours, ça améliore, ça avance. Depuis la pandémie, des mises à jour. Voilà, depuis la pandémie, plein de choses ont changé, ça évolue. Donc, une personne d'un certain âge, peut-être qu'elle a fait il y a 10 ans une petite formation de premier secours, mais elle a oublié. Donc, pour leur faire rappeler des gestes de premier secours en cas de petits problèmes ou quoi que ce soit, c'est des petits rappels qui sont bien pour eux, pour leur sécurité. Ils leur rappellent tout le temps, par exemple, s'ils doivent prendre un médicament, à quel moment ils doivent le prendre, comment le prendre, s'ils utilisent un appareil électrique, comment l'éteindre ou le rallumer. Donc, c'est des petits conseils. Nous, on ne leur accorde pas beaucoup d'importance à notre âge. On se dit, oui, mais un appareil électrique, si je ne vais pas le débrancher maintenant, rien ne va se passer. Mais croyez-moi, il peut y avoir des accidents comme ça. Exactement. Voilà. Il y a aussi une application qui est très importante, c'est le Wise Care. Donc, elle permet aux personnes âgées de gérer leurs rendez-vous médicaux. Tout simplement. Ça, c'est bien. C'est comme un agenda.
Oui. Donc, juste que l'agenda, parfois, c'est le jour même où on a les rappels. Donc, le Waste Care, donc, ça nous rappelle peut-être 2-3 jours à l'avance. Si on a des analyses à faire, si on a d'autres documents à aller chercher dans un laboratoire, des radios à faire. Parce que pour ne pas oublier, à la dernière minute, on arrive et l'agenda va sonner, va nous dire rendez-vous chez votre dentiste ou médecin traitant aujourd'hui. Et je dis, zut, j'ai oublié d'aller faire mes analyses ou mon bilan pour l'emmener avec moi. Donc, le Waste Care, on fait entrer tous nos données, non seulement pour pouvoir suivre nos rendez-vous, mais aussi notre traitement qu'on prend au quotidien. Il y a aussi d'autres applications, plusieurs autres applications. Je n'ai pas choisi un nom précis parce que j'en ai trouvé plusieurs qui sont adaptées à notre société. C'est des applications pour des jeux de la mémoire. Donc, pour ne pas oublier, c'est des petits jeux qu'on peut répéter quotidiennement, tous les jours. Donc, que ce soit avec des vidéos, des photos, plein de petits jeux qu'on peut reproduire à la maison, tout simplement. Voilà. Et il faut travailler sa mémoire. Oui, oui. Et Mouni, en cherchant un peu les applications, j'étais impressionnée par ce qui se passe un peu dans le monde. J'ai dit, pourquoi pas, je lance un appel à nos créateurs, à nos jeunes entrepreneurs par rapport aux applications. Pourquoi pas créer une application 100% algérienne? En fait, je t'explique, j'étais impressionnée par une application qui m'a vraiment retenue. C'est une application d'entraide et de bénévolat. Par exemple, il y a une personne âgée, elle a besoin de faire des courses, comme par exemple, Hajar, elle n'a pas ses enfants, ses filles avec elle, elles sont dans une autre wilaya. Parfois, elle a envie de partir voir son médecin, ou peut-être elle a envie de faire des petites courses et elle n'a pas la forme pour sortir. Tout simplement, si on crée une application où on fait rentrer les coordonnées des bénévoles, tout simplement. Par exemple, j'ai ma voisine ou quelqu'un qui est dans mon périmètre, elle notifie qu'elle a besoin d'un médicament, d'acheter un médicament, faire des courses. Elle met la liste et le bénévole qui est dans le périmètre, il clique sur OK. aller l'aider. Voilà, il va l'aider. Très bonne idée. Pourquoi pas. Voilà. Oui, ça serait... Oui, on lance l'appel, ce serait une très bonne idée justement pour s'entraider. Et j'ai remarqué que M. Mimouni a tout noté. C'était intéressant. Je note d'ailleurs beaucoup de choses se sont en anglais quand c'est des fit, something, wait, something like that. Ça peut être une difficulté. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire on est une société où il y a une forme d'individualisme. Mais là, c'est appliqué particulièrement aux gens qui sont éduqués. C'est-à-dire les gens qui sont éduqués. L'autre chose, c'est qu'actuellement, même à l'université, il y a un ministère de la start-up, des nouvelles technologies. Donc c'est ça, c'est les universités maintenant, les universitaires qui proposent ça. Je crois que ça a déjà un peu commencé. Exactement. On n'est pas encore à ce niveau de fiabilité comme vous avez mentionné. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire que... J'espère qu'ils vont s'inspirer de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Oui, très bien. Pourquoi pas créer? Parce qu'on n'arrête pas de les motiver à créer des nouvelles choses, à entreprendre. Donc c'est l'occasion jamais. On a cette catégorie qui est un peu vide. Pourquoi pas la remplir avec des petits projets qui peuvent vraiment nous rendre service. Très bien. Je vous laisse le dernier mot. Docteur Amel Lahaj, justement, parce que vous vouliez justement dire quelque chose. Oui, je voulais lire quelque chose. C'est une citation de Khalil Gibran par rapport justement à la paternité et à la relation parent-enfant. Bon, je la lis parce qu'elle est tellement jolie, j'ai pas envie de la froisser, ou de sauter un mot. Alors, il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais ne sont pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez les loger leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la demeure de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. En fait, l'idée, c'est d'accepter qu'en fait, l'enfant, on est un canal. En fait, canal de la vie, canal d'une âme qui va venir sur Terre et se réjouir de cela, se réjouir de ce rôle sans juste se cantonner dans ce rôle. Voilà ce que je voulais transmettre, c'est-à-dire juste se rappeler que la vie nous traverse, mais on ne donne pas la vie. On n'est pas, si vous voulez, on n'est pas la vie. On n'est pas la vie, elle nous traverse, c'est tout. Et ça nous permet de passer ces étapes en fait et de continuer aussi à vivre même après les départs des enfants. Voilà, et de l'accepter. Oui. On n'a pas le choix, Mimouni. Qu'est-ce que vous voulez Bien sûr. Mais justement, on est là pour ça. Oui, monsieur Mimouni. Je prendrais un cas qui nous avait marqué il y a quelque temps, un enseignant qui n'était pas atteint l'âge de la retraite réglementaire, qui est parti avant. Et quand il est parti, on dit, pourquoi tu es parti? Tu es en pleine ta carrière, etc. Il a dit, je n'ai pas vécu avec mes enfants.
C'est-à-dire qu'il a été tellement occupé par sa carrière. Je montrerai pour terminer peut-être, c'est qu'il y a en fait dans notre société, dans notre culture, dans notre religion, il y a beaucoup d'éléments qui demandent le care, l'intérêt, préserver les parents, etc. On doit les organiser de façon maintenant plus ou moins moderne à travers les institutions, les disponibilités que nous avons. Et nous savons très bien que dans le Coran, il est mentionné au bil walidayni ihsanan. C'est-à-dire, et souvent une chose intéressante, c'est que les enfants atténuent leur ressentiment envers les parents ou l'inverse quand ils prennent de l'âge. Voilà. Merci. Alors je rappelle, Dr Amel Lahrach, vous êtes hypnothérapeute, merci pour votre participation. Merci Mounia pour l'invitation. Professeur Rachid Mimouni, vous êtes sociologue, merci aussi pour votre participation. Merci, je vous en prie. Wahida Salemchif, oui cher. On se retrouve lundi prochain. Inch'Allah, avec plaisir. Je te souhaite un bon week-end. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Aujourd'hui, c'est la dernière de la semaine. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 10h30 en direct, comme à chaque fois, sur votre chaîne préférée, je l'espère, Canal Algérie. Passez une bonne journée et à très vite.